Alors l'idée, c'est qu'on puisse échanger entre nous sur à la fois peut-être des difficultés qu'on connaît sur des sujets un peu particuliers dans nos territoires respectifs, mais c'est aussi de se nourrir de l'expérience de collègues élus sur la question du logement, des dispositifs qui ont été mis en place. Et Isabelle et moi-même, on fait qu'une animation, mais c'est pour que vous parliez, vous, pour que vous nous disiez ce qui a été mis comme solution opérationnelle en place, voire de questionnement qui pourrait ensuite nous aider dans la commission Habitat et Logement de l'AMF que nous co-animons tous les deux pour l'avenir dans les échanges que nous avons avec les pouvoirs publics. Voilà. Alors je vais passer la parole à notre collègue maire de Biarritz, Medera Rostegui, qui a déjà participé hier à une émission télévisée de grande qualité. Bonjour à tous, bonjour chers collègues. Oui, je peux. Bon. Alors en fait, j'aime pas trop parce que hier je me suis mise debout et on sait pas trop quand on fait, on tourne et vli et vlam et vloum. Et je trouve qu'on voit pas grand monde. Mais bon, écoutez, je vais quand même rester debout. Désolée à celles et ceux à qui je tourne le dos. Donc la commune de Biarritz, c'est une petite commune, 26 000 habitants à l'année, 140, 150 000 l'été et des fois certains week-ends. Week-end de la Toussaint, on a eu autant de monde que pour le 15 août. Et nous faisons partie d'une communauté d'agglomération qui est devenue une des plus grosses en France, peut-être la deuxième, 156 communes, avec un président qui est le maire de Bayonne, président Jean-René Etchegaray. Et une des problématiques les plus importantes, alors je crois qu'on a à peu près la collection de toutes les problématiques que vous pouvez avoir. Mais à l'heure actuelle, la problématique la plus importante pour nous, c'est la dérive qu'on a pu avoir avec les locations saisonnières. Donc on attire beaucoup de monde. Il y a eu une tradition depuis une vingtaine d'années que le propriétaire qui avait soit sa résidence principale ou une résidence secondaire puisse à un moment donné, 1, 2, 3, puis 4, 5, puis 10, 12, puis 20, 30 semaines, faire de la location saisonnière. Et c'est devenu très, très, très juteux. On s'est éloigné de l'esprit Airbnb dans lequel j'accueille dans une chambre d'amis que je peux avoir ou dans un garage que j'ai aménagé une famille pour quelques jours. Donc là, c'est un vrai business juteux. Se sont montés des conciergeries, là aussi, qui organisent tout, donc clé en main. Donc on a un vrai petit business qui s'est créé. Et pendant ce temps-là, les banques aussi ont participé à ce business en incitant des investisseurs potentiels à venir acheter dans la commune de Biarritz, mais pas que. On a aussi la commune de Guétary, de Bidart, de Saint-Jean-de-Luz, enfin, toutes les communes du littoral basque qui sont venues acheter et à des prix de plus en plus élevés. Alors, chère Isabelle, moi, je rêvais quand tu disais 4 000 € le mètre carré, parce que nous, même le BRS, il n'est plus à ce prix-là. Donc, on est parti à des prix parisiens, des 10 000, des 12 000, des 14 000 mètres carrés. Enfin, des choses qui nous ont complètement chassés de notre territoire. Et j'ai mon propre fils qui me dit « Mais maman, comment je vais faire pour vivre à Biarritz ?» Et donc, voilà. Donc, ça reste un petit peu compliqué. Et donc, on s'est dit « Il faut absolument qu'on puisse stopper ce phénomène de location saisonnière », même si je dois dire que ma famille politique, qui est la droite républicaine, les LR, et voilà, n'était pas forcément très d'accord avec ce genre de mesures, mais on leur a dit il n'y a pas le choix, parce que demain, c'est vous, ce seront vos enfants, vos petits-enfants, donc il faut qu'on se saisisse du sujet à bras-le-corps, et de façon tout à fait transpartisane, parce que cette communauté d'agglomération Pays Basque, elle a toutes les couleurs politiques, dont une qui n'existe pas partout en France, qui s'appelle Etxebai. Etxebai, c'est du basque. Vous savez qu'on a une forte identité au Pays Basque comme en Bretagne, et Etxebai est un mouvement politique de nationalistes basques qui aimerait bien qu'on soit en France, mais pas trop. Enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ils pèsent énormément, ils défendent le droit au logement, mais comme nous, hein, comme la droite, comme la gauche, comme le centre, pouvons le faire. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce qui existe? Et on a voté en 2020 avec une amélioration en 2022, ce qu'on appelle le changement d'usage avec compensation. Ce qui veut dire que si vous avez un logement que vous souhaitez louer, une ou plusieurs résidences secondaires, eh bien vous ne pouvez plus mettre votre logement en location saisonnière. D'abord, il vous faut un numéro d'enregistrement. Et donc, on s'est aperçu, on le savait, hein, mais que tout le monde n'en avait pas, mais il y avait quand même beaucoup de monde qui n'avait pas de numéro d'enregistrement. Donc il a fallu faire des recherches
sur Airbnb. Donc ça nous a pris des ressources humaines, du temps, de l'énergie. On a aussi beaucoup d'associations citoyennes qui se sont mises sur ce travail, donc qui ont collaboré avec nous et qui ont fait un petit peu la chasse aux logements qui n'étaient pas dans les clous, je les appellerai les illégaux. Et donc ce changement d'usage a consisté à exiger du propriétaire une compensation par la mise à disposition d'un local commercial. Donc imaginez-vous bien que quand vous avez un prix du foncier d'habitat qui frôle les 10 000 euros, le local commercial, il n'est pas forcément bon marché. Donc en fait, c'est une mesure qui est, on va se le dire, quasiment impossible à mettre en place. Mais c'était le but. Le but, c'était de dire, on met un coup d'arrêt, on stoppe, parce que rien ne peut endiguer en fait ce phénomène spéculatif, cette industrialisation du Airbnb. Et beaucoup nous ont dit, mais ça ne marchera pas votre truc de toute façon. Bah, le truc commence un petit peu à marcher. Alors j'ai quelques chiffres, je ne voulais pas vous assommer de chiffres, mais quand même pour vous donner une petite idée. À ce jour, sur la seule commune de Biarritz, dont je vous rappelle qu'on a 26 000 habitants à l'année, il y a 4 371 numéros d'enregistrement actifs. Et je pense que si on fait un petit peu le ménage, il y en a plus. Ça se répartit de la façon suivante. Donc en octobre 2023, nous avions sur ces 4 371 numéros d'enregistrement 3 161 pour des résidences principales et seulement 1210 sur les résidences secondaires. Donc là, on sait qu'il y a un loup. Parce que tout le monde n'a pas basculé de la résidence secondaire à la résidence principale, parce que toutes les communes, qu'elles soient de droite, de gauche ou d'ailleurs, ont voté le maximum de la taxe sur les résidences secondaires. Celles qui étaient à 30% sont passées à 60%. Mais on sait que, très honnêtement, on va se le dire, ça nous fait un petit peu plus de sous pour éventuellement aménager quelques logements d'urgence. Nous sommes la commune avec le plus de logements d'urgence dans le Pays Basque. On en a à peu près une quarantaine. Mais ça ne résout absolument pas le problème de la location saisonnière. Donc on s'est dit, il faut vraiment taper ce coup de poing sur la table. On a aujourd'hui à peu près une visibilité sur 300 logements qui étaient en location saisonnière et qui ont basculé en logement à l'année. Ça paraît pas énorme, mais c'est quand même derrière 263 familles monoparentales ou familles ou jeunes qui ne pouvaient plus se loger à Biarritz et qui ont trouvé un logement. Donc voilà, donc ce règlement de compensation, bien sûr, on va faire un point d'étape très rapidement. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'à l'échelle des 156 communes, il ne concerne que 24 communes du littoral. Ça, c'est pas une bonne chose, parce que j'ai dit à mes collègues de l'intérieur que bientôt, ils allaient être touchés par le phénomène. C'est ce qui est en train de se passer. Des communes plus à l'intérieur, je ne sais pas si vous connaissez le Pays Basque, mais lorsqu'on va maintenant jusqu'à Saint-Étienne-de-Baïgorry, qui est quand même assez loin de la côte, eh bien, ce sont aujourd'hui des petites villes ou des villages qui sont touchés par ce phénomène des résidences qui ne sont plus secondaires, qui sont secondes, parce que nous avons justement cette fuite, comme vous pouvez avoir, hein, je vois des visages qui me disent que oui aussi, cette fuite des métropolitains qui viennent dans d'autres territoires français. Bien sûr, quand il y a la mer, quand il fait beau, quand il y a la fibre, quand il n'y a pas trop d'insécurité, quand il y a de belles écoles, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire l'office de tourisme. En tout cas, voilà, ça attire des populations. Et donc aujourd'hui, ces populations se sédentarisent sur le Pays Basque, qu'ils soient sur la côte ou sur l'intérieur. Donc il faudra bien sûr le revoir, à mon sens, l'étendre sur l'intégralité du Pays Basque. Et également, une petite, non, elle n'est pas petite, elle est grande, un grand effet secondaire pervers qui est arrivé. Lorsque des personnes qui sont sur le territoire depuis longtemps décèdent, eh bien forcément, il y a des héritiers, les enfants, les petits-enfants, les cousins, qui doivent payer des droits de succession que, bien évidemment, ils ne sont plus en capacité de payer. Lorsque le logement qui valait 250 000 ou 300 000 euros, il y a 10 ans, tenez-vous bien sur vos chaises, aujourd'hui est à 1,3 million, 1,4 million, eh bien évidemment, plus personne ne peut payer les droits de succession. Et donc ces familles qui voulaient conserver ce qu'on appelle au Pays Basque l'etxe, la maison, qui est très importante pour nous, eh bien ils ne peuvent plus. Ils sont obligés de vendre. Et bien sûr, ils vendent au prix du marché. Donc il nous faut aujourd'hui reconsidérer, pour ces familles qui sont implantées depuis longtemps, la possibilité qu'ils puissent faire de la location saisonnière encadrée
avec un nombre de semaines délimité, et qu'on soit sûr qu'ils soient implantés sur le territoire depuis longtemps. En tout cas, ce sera ma demande à mon président, lorsque nous allons revoir ce changement d'usage, cette compensation, qui a eu des effets tout à fait positifs, avec voilà, cet effet négatif que je partage avec vous. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui sur la commune de Biarritz, qui fait partie de cette agglomération Pays Basque de 156 communes. Merci de ce témoignage, et un territoire qui s'est pris en charge et qui a essayé de trouver des solutions par lui-même, et donc qui a essayé d'avancer. Ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on prenne quelques questions. Ensuite, on a 3 autres thèmes, et je remercie nos invités. Donc, on abordera avec Christian Chevet, qui est président de la COP foncière francilienne, la question des OFS et du bail réel solidaire. Nous aborderons avec Patrick Amico, adjoint au maire de Marseille, en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, Et nous aborderons avec Julie Bergeau, qui est directrice de la mission nationale d'appui SRU au ministère, la question du contrat de mixité sociale. Voilà, jusqu'à 12h30. Donc, à chaque intervenant, 10 minutes de questions-réponses avec eux. Nous avons la chance de les avoir, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions à poser sur les résidences secondaires? Ça ne m'étonne pas. Bonjour à tous. Alors, Séverine Marchand, maire de la Plaine-sur-Mer, donc commune du littoral de Loire-Atlantique, et également vice-présidente à l'aménagement du territoire de Pornic-Aglo-Pays-de-Ré. Donc en effet, on connaît bien le phénomène que vous décrivez, puisque nous avons suivi de près en fait tous vos outils que vous avez mis en place, puisqu'actuellement sur Pornic-Aglo-Pays-de-Ré, on est 15 communes du littoral, et on a mis en place le changement d'usage, donc par délibération communale, et on a fait le souhait, parce que aussi l'échelle le permet peut-être à 15 communes, de décider que ce soit toutes les communes qui puissent faire ce changement d'usage, puisqu'on a quelques communes du rétro-littoral qui ne sont pas forcément concernées par le phénomène. Mais pour l'esprit de solidarité et surtout pour un effet de repli sur ces communes, on a préféré agir ensemble. Donc la première étape, puisqu'on n'est pas encore concerné à votre niveau, on a décidé de faire un règlement, au moins pour avoir des données, pour avoir des chiffres, et pour après expliquer à la population, si toutefois on mettait un règlement, ce pourquoi on le faisait, parce qu'on avait des données qu'actuellement il nous manque. Moi j'ai une question, voire même une proposition, c'est par rapport aux résidences secondaires. Sur les communes littorales actuellement, on a un pourcentage de résidences secondaires qui sont très, très importantes. On est sur 50% par exemple sur la Plaine-sur-Mer. Et même si on avait, avant le Covid, un phénomène qui avait tendance à diminuer, actuellement il stagne, peut-être avec le télétravail ou autre. Et c'est une difficulté. Donc actuellement, on a quelques communes, pas tous, parce que là c'est aussi un défi politique. Il faut pouvoir le faire. La majoration de la taxe d'habitation, donc sur la commune de la Plaine-sur-Mer, donc on l'a appliquée là, lors de dernière délibération fin septembre, de 30%. Donc c'est vrai que c'est pas évident, puisque forcément les résidences secondaires sont incomprises dans cette situation, mais on a une grave crise de logement où c'est toutes les semaines où on a quand même des problématiques des entreprises qui n'arrivent pas à embaucher, non pas par rapport au problème d'emploi, parce que finalement on est à moins de 5%, on est quasiment en plein emploi, mais par rapport à comment loger les employés des entreprises locales. Donc je pense à la maison de retraite, à l'entreprise du bâtiment, la boulangère, on voit constamment les banderoles, recherche, etc., avec un problème de logement. Donc il faut bien expliquer aux résidences secondaires que si demain ils veulent pouvoir entretenir leur jardin, pouvoir aller à la boulangerie ouverte 7 jours sur 7 l'été, il va bien falloir avoir des employés qui résident le plus proche de leur domicile. Malgré ça, la majoration de la taxe secondaire, on est bien en accord sur le fait que c'est à peu près 100 à 150 € à l'année d'augmentation. Donc on sait que ce n'est pas ça qui va faire basculer les 50% actuellement sur le territoire de la commune. Mais par contre, ça nous fait un revenu de 200 000 € à l'année. Et là, je rejoins à la précédente réunion sur le fait de la ressource, en fait. C'est le maire qui prend le courage de l'avoir. J'aimerais qu'on ait d'autres ressources qui viennent d'en haut, mais ces 200 000 € sur un mandat fait 1 million, ça va permettre vraiment d'avoir une capacité, et encore je pense qu'elle n'est pas suffisante, de faire de renouvellement urbain, d'acheter une maison peut-être à 500 600 000 et pouvoir densifier avec toute l'acceptabilité. Mais en tout cas, on se prend une ressource. La difficulté actuellement, c'est que je me dis, est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin? Et là, je pense à la planification. Est-ce qu'on ne peut pas, parce que je sais que ça existe dans d'autres pays, on ne le fait pas en France, mais est-ce qu'il ne serait pas possible, en fait, dans nos PLU, d'avoir une possibilité communale, c'est donné au maire, de pouvoir autoriser ou non autoriser un pourcentage de maisons secondaires sur certaines zones. Je prends l'exemple de la commune de la Plaine-sur-Mer. On a tout près du centre, on a encore 7 hectares. Les derniers hectares, on va pouvoir faire, parce que c'est un projet qui date de 12 ans, donc normalement,
ne rentre pas dans les détails, mais on devrait pouvoir aller jusqu'au bout. 190 logements, tout près du centre urbain, donc on est plus dans les résidences seniors, accessibilité, etc. Dans la première étape de la construction de cette zone, on va pouvoir faire des résidences principales. Mais petit à petit, ça peut nous échapper. Étant donné le phénomène d'attractivité du littoral, je ne souhaite pas en fait que cette zone-là devienne pour moitié dans 5 ou 10 ans des résidences secondaires. Par contre, si j'avais la possibilité, dans le PLU demain, de planifier sur le fait que sur ces zones-là, seront autorisées que 15% ou 10% de maisons secondaires, ça permettrait de bloquer un phénomène. Et pourquoi pas l'autoriser après. Donc voilà, c'est une proposition, puisque ça existe dans d'autres pays, c'est pas encore fait en France, mais pourquoi pas, dans nos planifications, mesurer le taux de résidence secondaire et à l'échelle communale. Voilà, c'est une question. Alors, pour ma part, je trouve que c'est une idée qui serait intéressante, qui serait à creuser. Bon, nous, on est déjà on est à 50%, donc c'est un petit peu difficile. Et chaque fois qu'on met quelque chose en place, il y a toujours des gens malins qui détournent. Donc, on a de plus en plus de résidences principales pour pas toucher la résidence, pour pas avoir à payer la taxe sur les résidences secondaires. Tout dépend d'où viennent nos populations, enfin principalement Toulouse, Paris et Bordeaux. Donc effectivement, Toulouse, je ne sais pas, mais en tout cas Bordeaux et Paris, il y a déjà la taxe sur les résidences secondaires. Donc ces populations-là sont coincées parce que ce sera ou sur Paris ou sur Biarritz qu'elles devraient payer la taxe. En tout cas, à creuser, chère Isabelle, au sein du groupe logement à l'AMF. Pour ma part, je trouve que c'est une idée intéressante, difficile, mais sur des zones extrêmement tendues dans lesquelles on ne peut plus loger les jeunes et les personnes âgées. Parce que moi, j'ai beaucoup de retraités précaires à 900 €, en général des femmes seules, qui sont expulsées de l'appartement lorsque la personne décède. Elles ont été propriétaires toute leur vie. Elles arrivent dans mon bureau en pleurs et je n'ai pas les moyens aujourd'hui de les loger. Et ça, c'est un crève-cœur. Bonne idée à faire porter peut-être par l'Association nationale des élus du littoral, mais aussi de montagne, parce que vous avez le même phénomène dans les communes touristiques de montagne. Donc si l'ANEM, l'ANEL, l'AMF peuvent travailler ensemble, c'est ensuite une possibilité de dialogue avec le gouvernement. Merci de ce témoignage. Je suis président d'un office de tourisme, donc du Genevois français, on va dire. Et on a lancé cette procédure. Annecy a eu quelques difficultés, puisqu'évidemment, je me suis posé la question de comment on peut assurer à nos communes un vrai service pour justement compenser cette crise du logement. Et puis derrière, éviter le contentieux qui, a priori, pourrait naître. Parce que si j'ai bien compris, c'est d'application immédiate, sans rétroactivité, ce qui veut dire que n'importe qui a cette obligation et qui le faisait déjà aujourd'hui doit se mettre en conformité. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un local commercial, du coup, pour tous ceux qui le font aujourd'hui. Alors, je pense que ça doit être assez compliqué à gérer. Quasiment impossible. C'est pour ça. Alors après, on cherche des solutions, hein, évidemment. Juste nuancer dans notre territoire à nous, le meublé de tourisme, qui devient du co-living maintenant, ça s'adapte, hein, c'est Darwin chez nous. Hein. Et bien évidemment, aujourd'hui, sert aussi à des gens qui viennent chez nous pour travailler, alors pas tous pour Genève, hein, aussi dans nos collectivités, parce que les 3 premiers mois, ils ne trouveront jamais de logement. Et donc il y a un équilibre à trouver, si vous voulez. Et donc nous, ce qu'on met en place, on ne peut pas le mettre avec la compensation. Il y a une commune qui l'a fait parce qu'elle perdait des habitants, hein, puisque résidence secondaire, résidence principale, à la sortie, le solde est négatif. Et donc forcément, ça ne fonctionne pas. Mais globalement, on va dire que d'avoir de meilleures connaissances, comme disait madame, je trouve que c'est déjà la base de savoir exactement ce qui se passe sur notre territoire. Annemasse, 29 000 habitants, 725 on va dire, meublés de tourisme identifiés, qu'on estime, nous, à l'Office du tourisme, largement en dessous de la réalité, genre 2-3 fois en dessous de la réalité. Mais ça joue aussi un rôle. Alors, au-delà de la partie économique, qui, à mon avis, devrait pouvoir permettre aux gens d'avoir un complément pour leur retraite. On pourrait très bien le limiter à une ou deux unités pour une personne qui voudrait payer ses charges ou ce genre de besoins qui semble assez naturel. Voilà. Très bien, merci pour cette proposition. J'ai une adjointe qui vient d'Annecy, donc on a une vue sur le territoire. Juste un petit mot sur le co-living. Je ne sais pas si fiscalement il y a quelque chose d'intéressant, mais vu le nombre de promoteurs qui viennent me voir pour faire du co-living, je pense qu'il y a un truc. Et en fait, on n'arrive pas à faire le distinguo entre la résidence hôtelière, et moi j'ai dit j'en veux plus parce que j'en ai trop. Ils me disent, Madame le maire, mais ça va être du co-living. Tant que le code APE ne peut pas être différencié entre résidence hôtelière et co-living, je ne veux pas de co-living parce que je sais comment ça va se finir. Ils vont le remplir pas assez. Ils vont me dire, à partir du mois de juin, j'ai de la demande. Et donc, je suis désolée, mais il faut que je remplisse. Voilà, juste vous faire part de mon expérience. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. On passe à une seconde séquence. Ah, monsieur, pardon. Oui, bonjour. Alors moi, je suis d'une commune de montagne. On est 450 habitants à l'année, 2500 voire 3000 lits en plein hiver.
Bon, on fait partie de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Bon, je ne suis pas à Chamonix, mais une toute petite commune à la frontière suisse. Nous, le souci que l'on a, c'est le problème des anciens qui décèdent et le patrimoine qui part, que les enfants ne peuvent pas racheter. On a perdu un employé communal à cause de ça, par exemple. Et le deuxième gros souci, c'est qu'on n'arrive pas à loger nos saisonniers. Donc, trouver des parades. Oui, oui, je sais, c'est un témoignage que je fais. Alors, par rapport au logement, on a mis en place au niveau du PLU, c'est que dès qu'il y a un permis de construire qui est au-delà de 200 mètres carrés, on a obligation de faire un petit logement qui représente 10% de la surface, c'est-à-dire 25 mètres carrés au minimum, pour y loger des personnes en permanence. Voilà. Juste vous partager l'expérience qu'on a mis en place. On avait une auberge de jeunesse à Biarritz qui fonctionnait plus beaucoup. Elle était assez obsolète. On l'a vendue à un bailleur social qui va la transformer en logement pour les saisonniers, pour les étudiants. On va récupérer à peu près une capacité de 63 lits, 58 logements. Merci. Effectivement, on peut d'ailleurs d'une façon volontariste, même si on n'est pas soumis à l'article 55 de la loi SRU, mettre des clauses de mixité sociale dans n'importe quel PLUI HD. Et c'est vrai que parfois certaines communes touristiques qui décuplent le nombre d'habitants sur des périodes saisonnières pourraient aussi se saisir de cette disposition qui existe dans le Code de l'urbanisme pour faire qu'il y ait des logements qui soient au bénéfice notamment des saisonniers. Alors, du coup, est-ce que je peux passer la parole à Julie Bergeau, puisqu'on vient de parler de ce sujet, pour dire un mot sur comment répondre finalement à ces objectifs SRU, vous qui travaillez en centrale au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires? On m'a dit 10 minutes, alors un mot, ça va être... Bonjour à toutes et tous. Donc oui, effectivement, je suis Julie Bergeau, service de l'État, direction Habitat, Urbanisme et Paysage. Et je suis, depuis 1 an et demi, directrice de la mission d'appui SRU. Pour vous dire 2 mots, donc la loi SRU, elle a bientôt 23 ans, là, dans une quinzaine de jours. Ça a été, je pense, et c'est maintenant quand même un élément assez emblématique de la politique du logement. Mais il y a 1 an et demi, au ministère donc de la Transition écologique, on s'est dit, au-delà de tous les dispositifs dont je dirais un mot très très rapide, sur l'article 55 SRU, plus ou moins contraignant, etc. Il faut vraiment maintenant aussi que l'État se mette et accompagne les territoires, puisque SRU, c'est une politique déconcentrée, hein, c'est sous l'animation des préfets, enfin voilà, ceux qui sont concernés le savent, et des directions départementales des territoires. Il faut vraiment que l'État se mette aussi dans un rôle non seulement coercitif, mais aussi d'accompagnement, et qu'au-delà de la question des taux, etc., sur lequel je reviendrai, on se pose la question du comment et de comment on accompagne un certain nombre de communes sur cette trajectoire de l'article 55 de la loi SRU. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler des contrats de mixité sociale aujourd'hui. Peut-être un micro-rappel qui n'est pas dans mon diaporama pour ceux qui ne sont pas des spécialistes internationaux des SRU. Donc, solidarité, renouvellement urbain, loi du 13 décembre 2000. En gros, la logique très simple, là on a beaucoup parlé de production, etc., ce matin de construction, bon, c'est de se dire qu'est-ce qu'on offre sur un territoire comme opportunité de logement en fait à la diversité d'habitants. Et l'esprit de la loi SRU, c'est de dire, pour permettre un parcours résidentiel, pour que tous les territoires, à peu près les communes, on va dire, les plus importantes, permettent l'accueil de toute la diversité des habitants, il faut que 25% ou 20% des résidences principales soient du logement social. Voilà. Et le principe, c'est de se dire que quand on est en deçà de ça, en fait, on va interdire l'accès à son territoire à un certain nombre de gens. Et je ne parle pas que des plus démunis, on l'a dit, c'est aussi tout un tas de travailleurs, etc. D'autant qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle logement social au sens de SRU est quelque chose de très large. On parlait à l'origine de locatif social. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle logement social, dans ce taux qu'il faut atteindre, on part en gros de la résidence très sociale au logement familial classique, jusqu'à maintenant l'accession aidée à la propriété, et notamment, j'ai fait une petite intro pour tout à l'heure, le bail réel solidaire. Donc aujourd'hui, même dans cette part de 20-25%, on a quand même une gamme assez large de logements qui répondent à une diversité de besoins. Et je le rappelle toujours, ça veut dire que pour tout le reste, 75 à 80%, c'est du libre
Voilà. Donc on est quand même sur des ordres de grandeur où c'est une partie sur le logement social. Un petit chiffre. Communes aujourd'hui concernées par les obligations SRU, c'est 2000 en France. Sur ces 2000, on en a quand même un peu plus de la moitié, 1100, qui sont ce qu'on appelle déficitaires. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas 20 ou 25% de logement social. Et il y a une extrême diversité dans ces 1100 communes. On a des communes qui ont cette obligation depuis 20 ans, il y en a qui viennent l'avoir depuis 3 ans, il y a des communes qui héritent d'un historique fort sur le logement social, d'autres où il n'y avait rien. Il y a des communes de grandes métropoles, il y a des communes périurbaines, voire semi-rurales, avec des intercommunalités très investies sur le logement, PLH, etc. Et d'autres endroits où il n'y a pas encore de programme local de l'habitat, où l'intercommunalité n'est pas forcément en aide, on va dire, financière sur les opérations sociales. Donc il y a une très grande diversité. Et comme vous le savez peut-être ou pas, au-delà de calculer un taux, vous êtes à 20, 25 et aujourd'hui vous êtes à 3, 12, 21. Il y a l'obligation de se mettre dans une dynamique de rattrapage, c'est-à-dire aujourd'hui je ne suis pas à ma cible, mais je tends vers. Et ce processus se regarde tous les 3 ans, et ceux qui sont concernés savent qu'on parle des périodes triennales, des objectifs triennaux, où on donne une fraction à faire pour 3 ans, pour se mettre, on va dire, dans la logique. Pas atteindre tout de suite le taux légal, mais être au moins dans un rythme. J'arrive à ma slide sur le contrat de mixité sociale. Donc, loi de 2000, à peu près chaque grande loi logement est venue adapter le dispositif SRU pour essayer de l'adapter davantage au territoire. C'est vrai que ça le complexifie aussi. La dernière grande loi, c'est la loi 3DS du 21 février 2022, qui, je ne peux pas rentrer dans les détails, a refondu un certain nombre de dispositifs, mais notamment le rythme de rattrapage, qui était, on va dire, assez élevé parce qu'il y avait une sorte de couperet à 2025, et la loi 3DS a dit on arrête les logiques de couperet, on reste sur quelque chose de glissant, donc on baisse un peu la pression sur les objectifs, et qui s'est intéressé surtout à la question du comment, et qui a dit il faut que toutes les communes, les communes qui sont déficitaires, qui se sentent en difficulté pour atteindre leurs objectifs de rattrapage, puissent contractualiser avec l'État, et c'est bien, communes, EPCI, ça c'est une nouveauté, parce qu'avant il y avait des contrats de mixité sociale, mais souvent c'était juste la commune, le préfet. Là c'est de dire l'EPCI est chef de file, il y a un PLH ou pas encore de PLH, c'est pas grave, ils sont nécessairement dans la boucle parce qu'on aura forcément besoin de cet acteur. Et préfet qui contractualise pour en fait parler de quoi ? Parler du comment. Parce que ce n'est pas en faisant un inventaire des logements sociaux ou en fixant juste des objectifs que les logements sortent. La question du comment, c'est quelles sont les règles d'urbanisme aujourd'hui qui sont en vigueur sur la commune. C'est qu'est-ce qui est fait en termes de stratégie foncière. Puisque si on n'a pas de terrain, on n'a pas de foncier ou même de foncier bâti, on ne sortira pas les projets. Qui participe aujourd'hui au financement du logement social sur l'échelle locale, communes, PCI, conseil départemental, etc. Voilà, je l'ai redit aussi, je parlais, le foncier, vous savez bien, c'est un sujet hyper important. Les établissements publics fonciers. Quel recours à ces opérateurs, quelles aides aussi sont apportées. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui sont l'objet du contrat de mixité sociale pour se dire clairement, telle commune est aujourd'hui déficitaire, elle a un objectif sur 3 ans de temps, comment y arriver ? Et donc, éventuellement, même si je n'ai pas le temps énormément de le développer, la loi 3DS permet aussi à ce contrat de mixité sociale éventuellement de venir un peu adapter le rythme de rattrapage pour dire que pour un temps limité, la loi dit qu'il faut en gros, il vous manque 1000 logements sociaux aujourd'hui pour atteindre votre taux. La loi dit qu'il faut en réaliser un tiers là pour les 3 ans à venir et puis dans 3 ans on recalculera. Via le contrat de mixité sociale, on peut venir abaisser un petit peu ce rythme, dire on va laisser un petit peu plus de temps. La logique, c'est en contrepartie, il y a des outils qui doivent être mis en place et le temps que ces outils portent leurs fruits, on abaisse éventuellement un peu les objectifs. Globalement, c'est se projeter sur les 3 ans à venir pour les réussir et pour, on va dire, activer tous les leviers qui sont à la disposition des collectivités et aussi éventuellement l'État qui puisse jouer un rôle facilitateur sur un certain nombre de sujets. Je pense
vous y êtes sensible à la mobilisation du foncier public. Comment on fait pour y arriver? Parce qu'en gros, ce qu'on observe, hein, je vous dis, 1100 communes déficitaires, il y a une très grande diversité. Mais c'est que dans un certain nombre de cas, on constate quand même que, même si certaines sont volontaires, on n'a pas forcément encore tous les outils en place, des outils qui existent, des outils qui ne sont pas à la main de l'État, hein, le PLU, l'action foncière, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas compléter la boîte à outils, mais déjà des outils existants sur se dire, est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les utilise bien? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Je vous ai mis un petit point sur aujourd'hui, comment ça prend. En gros, ça fait 1 an que, d'abord, préfets sont venus voir l'ensemble des communes pour leur présenter. Donc j'ai dit, ah oui, pardon, c'est vrai que c'était moi qui étais censée le faire, et je suis là comme une princesse à attendre que ça défile. Désolée. Donc sur les 1100 communes déficitaires, il y a à peu près la moitié qui ont dit, moi, ok, j'ai envie de me lancer dans l'exercice. On a aujourd'hui à peu près 400 communes, et forcément leurs intercos aussi, qui sont engagées dans l'élaboration d'un tel document. On voit qu'on a pas mal de communes qui... Donc, je ne suis pas rentrée dans le détail, je suis désolée, j'ai que 10 minutes, mais vous savez que quand vous êtes déficitaire, que vous n'atteignez pas vos objectifs sur les 3 ans et que le préfet considère que vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts, il y a ce qu'on appelle la procédure de carence. Donc il y a les communes déficitaires et à l'intérieur, il y a les communes carencées. Donc il y a un certain nombre de communes carencées quand même qui sont rentrées dans la démarche, même si ça n'est pas réservé. On a aussi pas mal de communes qui avant étaient exemptées du dispositif, donc des obligations SRU, et qui rentrant dedans se sont dit, moi ça m'intéresse quand même avec l'interco et avec mon préfet de faire un peu le point sur où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, en quoi on peut m'aider, et ce sur quoi aussi je peux éventuellement agir pour mettre toutes les chances de mon côté. On a une partie de contrats de mixité sociale qui vont effectivement être abaissants, qui vont adapter le rythme de rattrapage, mais pas tous. Au départ, on s'est dit, les communes, elles vont juste venir en fait pour se faire abaisser les objectifs. Ce qu'on observe, c'est faux. Il y en a un certain nombre, il y en a qui le demandent, mais il y en a un certain nombre qui s'intéressent vraiment plutôt à la question du comment et pas tellement sur les objectifs. Parce que, elles peuvent considérer que pour ce triennal-là, elles comptent, elles ont un certain nombre de projets où elles pensent qu'elles vont pouvoir y arriver. Il y a un projet de contrat de mixité sociale mutualisant, puisque c'est aussi une modalité qu'a permise la loi. Il n'y en a qu'un, parce qu'en fait, je vous le dis, c'est quand même assez restrictif. C'est au sein d'une intercommunalité, toutes les communes déficitaires font un contrat ensemble. Certaines vont se faire abaisser leurs objectifs, mais il faut que d'autres prennent en contrepartie un peu plus. Donc vous imaginerez bien que ça n'a pas eu forcément un succès tonitruant, mais on a quand même sur le Grand Poitiers une situation où finalement ça a convenu à tout le monde et c'est un contrat qui devrait être signé en début d'année. Je ne sais pas s'il y a des gens de Poitiers là, sinon vous nous direz. Et voilà, comme je le disais, contrat de mixité sociale, c'est là pour la période qui s'ouvre, on est déjà fin 2023, 2023-2025. Et en gros, on attend la signature de ces contrats pour la fin de l'année, voire on va dire le premier trimestre 2024 pour se mettre en fait dans une dynamique. J'ai encore 2 minutes là, je ne sais plus, j'ai pas regardé. Au-delà de ces chiffres, je voulais juste vous donner quelques enseignements. Au-delà d'un document, de signer à la fin document, l'idée c'est quand même, en tout cas côté État, d'initier une démarche un peu différente, de pas juste faire des inventaires, éventuellement faire des carences, etc., mais vraiment se mettre aussi dans une posture d'accompagnement, aussi créer de la transversalité, puisque souvent on est bien sur le logement, mais en fait on parle d'urbanisme, d'action foncière, etc. Travailler aussi côté État cette transversalité, inciter aussi côté collectivité. Alors, commune, c'est moins vrai, mais dans les grandes intercos, on a aussi des phénomènes où il y a l'urbanisme, l'habitat, etc., que tout ça dialogue un petit peu plus. Quand je parle aussi de se projeter dans un dialogue constructif, on parle des outils du comment. C'est pas quand je dis dialogue constructif, c'est pas les bisounours, hein, parce qu'effectivement, il y a des tensions, des choses comme ça. Mais quand je parle de dialogue constructif, c'est c'est de se dire quels sont les outils. Les outils, ils existent. On a des collectivités qui disent non, moi, je n'ai pas envie de mettre un secteur de mixité sociale dans mon PLU. Très bien, c'est votre responsabilité. Mais après, c'est compliqué de venir dire je n'y arrive pas, je n'ai pas de foncier, etc.
et un certain nombre de collectivités qui n'ont pas forcément l'ingénierie, n'étaient pas forcément organisées. Et là, le but, c'est de créer des partenariats. Oui, venez rencontrer l'EPF. Oui, l'EPF va vous proposer, l'établissement public foncier, pardon, va vous proposer de faire une étude des gisements fonciers sur votre commune pour identifier là où on pourrait faire de la recomposition urbaine, etc. C'est aussi reconnaître les efforts et c'est aussi engager un dialogue tout au long des 3 ans. Et pas côté État, être seulement dans « je vous fixe un objectif » et dans 3 ans, je vous retrouve et on se dit bah, « c'était bien, c'était pas bien, carence, etc. » Mais vraiment de suivre et de pouvoir alerter aussi sur des projets qui sont plantés, sur des projets qui ont du mal à sortir. Et peut-être, eh bien, avec les responsabilités côté État local, mais des fois on sait qu'un préfet peut quand même avoir des rôles de facilitateur, pouvoir aider et débloquer un certain nombre de choses pour ne pas attendre d'être aux 3 ans et au mauvais bilan et de se dire bon bah tant pis, c'est râpé. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide et de laisser du temps surtout pour les questions. Merci, c'est un sujet intéressant, la loi SRU, son application qui suscite souvent des débats, des questionnements. Donc s'il y a des questions pour bien comprendre le CMS, son contenu, l'application de la loi, n'hésitez pas, on a quelqu'un qui peut répondre. Madame, d'abord. Je suis adjointe dans une commune qui dépend de la métropole de Strasbourg et nous avons vécu des périodes difficiles puisque nous étions carencés depuis 2000, puisque notre ville était impactée par 60% de zones Céveso. Donc nous ne pouvions pas agrandir ni construire de logements sociaux. Et nous avions toujours souhaité, à un moment donné, quand c'est tombé, que cette circonférence Céveso était diminuée, de dire que nous allons faire effectivement la construction des logements sociaux. Ça a quand même mis presque 8 ans pour qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et de maintenant, on est en pleine crise et on ne pourra pas respecter ce contrat parce que il y a le côté... les bailleurs ne veulent plus construire parce qu'il n'y a pas de financement. Il y a plein de choses comme ça. Mais par contre, ce que nous, on sait, que sur la métropole, si toutes les communes se mettent ensemble, nous avons nos 30% de logements sociaux. Et je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas trouver un accord au niveau de la métropole pour dire qu'il faudrait faire quelque chose pour que... On peut toujours en construire, mais simplement nous abaisser le taux de carence, parce qu'il est quand même important. On a subi ça quand même depuis 2000 jusqu'à ce jour. On a toujours encore des carences, même si on investit, qu'on participe aux bailleurs sociaux pour les financements des logements, on a toujours cet impact. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre à la question, mais je dirais un mot sur la philosophie de l'article 55. En fait, le législateur, en 2000, quand il a fait la loi, il fait le constat que dans notre pays, on manque de logements sociaux qui soient suffisamment donc, abordables pour nos concitoyens. Et donc, comment inciter les communes à faire que sur les zones tendues, parce que cette loi ne s'applique pas sur les zones détendues, que sur les zones tendues, on s'assure qu'il y ait au minimum 20% de logements accessibles aux plus modestes et aux classes moyennes. Je dis classe moyenne puisque 68% des Français sont éligibles potentiellement au logement social. C'est-à-dire qu'ils sont en droit de déposer un dossier. Ils ne le font pas tous, heureusement. 20% par commune, parce que dans la question de madame, on se dit mais pourquoi finalement on ne mutualise pas ces 20% à l'échelle des agglos? Pourquoi? Parce que si on fait ça, et si on avait fait ça en 2000, il n'y aurait pas eu besoin de faire des logements sociaux. Pourquoi? Parce que 20% de logements sociaux, c'est la moyenne des logements sociaux qui existent en 2000 sur les agglomérations. Pourquoi? Parce que vous avez une commune qui peut en avoir 60, 70%, d'autres qui en ont 4 ou 5%, et la moyenne était à 20%. C'est pour ça que le Parlement a dit on ne peut pas raisonner à l'échelle de l'agglomération, parce que si on dit qu'il faut 20% de logements sociaux dans notre pays pris à l'échelle de l'agglo, il n'y avait pas besoin d'en construire. Et donc c'est pour ça que le législateur est descendu à la commune.
Si on voulait prendre aujourd'hui une modification législative en disant on a toujours besoin de construire des logements sociaux, mais on va le faire à l'échelle de l'agglo, il faudrait déjà que les agglos soient d'accord. Elles ne sont pas forcément toutes d'accord au niveau national, et il faudrait passer en gros de 20 à 35% pour s'assurer qu'il y a une part de logements sociaux nouveaux qui se construit. Et je dois vous dire que depuis 2000, plus de la moitié des logements sociaux qui ont été construits en France l'ont été sur des communes parce qu'il y avait cette obligation. Ce qui veut dire que, bon, s'il n'y avait pas eu cette loi, il y aurait sans doute 50% de moins de logements sociaux construits en France qu'il n'y en a eu au cours des 20 dernières années. Voilà. C'est pour vous expliquer pourquoi on n'a pas raisonné à l'échelle. À l'époque, hein, je dis on, moi je n'étais pas parlementaire, je n'étais pas membre du gouvernement, mais c'est pour s'assurer effectivement qu'il y a une production de logements sociaux. Rien n'empêche qu'il y ait un CMS mutualisant. Madame l'a dit, à Poitiers. Ce qui veut dire qu'à l'échelle de l'agglo, les gens disent ah ben, toi, tu es soumis à l'article 55 de la loi SRU, tu dois faire 500 logements, tu vas en faire 300 et moi, j'en fais 200. La réalité, c'est que cette solution qui existe, elle n'est pas vraiment, comment vous dire, adoptée avec un grand enthousiasme par les élus de France que nous sommes à l'échelle de l'intercommunalité. C'est-à-dire la solidarité, elle a un peu ses limites sur ce sujet-là. Voilà, bon. Je redis un peu le contexte après. Il y a un monsieur qui voulait poser une question. Merci. Dans notre agglomération, on a essayé de créer une règle qui nous permettrait de régler ce problème. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait effectivement une tension, comme beaucoup de communes. On a créé la règle des 3 tiers, vous en avez peut-être entendu parler. La règle des 3 tiers, c'est tout simplement 33% de logements sociaux, 33% de logements abordables, donc le BRS y trouve sa place, et 33% de logements libres. Donc, vu la tension foncière et le fait qu'on n'a plus de terrain libre, c'est plus que les maisons qui peuvent servir à faire ces opérations-là, bien sûr, ça ne marche pas. Même en zone ZAC, parce qu'ils n'y arrivent pas. Les opérateurs n'y arrivent pas. Donc cette règle-là, peut-être qu'elle est vertueuse, et c'est vrai, on l'a tous adoptée à l'unanimité, et on fait tous des efforts pour faire du logement social dans nos communes. Eh bien, cette règle-là ne règle pas le problème. Moi, je me pose la question suivante. On était à 20%, on est passé à 25%. Moi, j'arrive à 20% dans ma commune résidentielle, mais il faudra que j'arrive à 25%. Donc, du coup, le passage de 20 à 25, pour moi, il est très dur à passer, et je pense que 20, c'était déjà pas mal. Le deuxième problème, c'est que c'est toujours une fuite en avant. C'est pour ça qu'on a créé cette règle des 3 tiers, pour se dire, puisqu'à chaque fois qu'on fait de la résidence principale, libre ou sociale, il va falloir faire encore 25% de ce qu'on a fait. Vous êtes d'accord avec ça? Donc concrètement, est-ce que ce serait possible, mais juste simple, 2 choses, qu'une maison soit une maison, qu'un immeuble soit un immeuble dans la loi, hein, parce que c'est très compliqué en matière d'urbanisme, il n'y a pas de maison et de collectif. Une maison, c'est un immeuble. Donc ça nous gêne dans notre opération. Et la deuxième, qui me semble la plus évidente, c'est pourquoi on n'enlève pas les logements sociaux que l'on crée de la base de calcul. Alors, je suis peut-être pas sûre d'avoir compris la question sur maison et maison immeuble. Par contre, effectivement, oui, ce principe du rattrapage, il est à chaque fois sur ce qui manque. Un pourcentage de logements manquants, et à chaque fois, plus on augmente son nombre de résidences principales, plus, entre guillemets, le gâteau augmente et la part est importante. Donc oui, ce que vous avez fuite en avant, c'est aussi un rattrapage glissant. C'est impossible de figer le nombre de résidences principales sur une commune aujourd'hui. Ça évolue tout le temps. Oui, sur le social, mais le social reste une résidence principale. L'idée, en fait, de ce qu'on peut conseiller, c'est qu'on a un certain nombre de communes qui ont misé uniquement sur une part de, alors ça dépend, hein, 20%, 25%, 35%, 40% dans les opérations nouvelles, etc. Donc qui ont aussi adossé uniquement la production de logement social à la construction privée. Moi, je trouve que c'est une règle, on va dire, minimale, indispensable, mais ça ne peut pas, quand on est en déficit, quand on a un rattrapage, ça ne peut souvent pas être le seul outil, parce qu'effectivement, on ne fait qu'une petite fraction de ce qui se fait. Déjà, ça veut dire qu'on est complètement assis sur la promotion immobilière et que le jour où le marché promotion immobilière a des difficultés, on ne produit plus de logement social. Ça veut dire aussi que souvent, on ne produit plus qu'en VFA et les bailleurs sociaux ne font plus de maîtrise d'ouvrage direct.
Donc nous, on dit aussi, par l'action foncière, ça ne veut pas dire faire des immeubles de 150 logements, il faut aussi identifier des secteurs où on va pouvoir faire des opérations de taille petite, moyenne, etc., qui seront uniquement du logement social. C'est ça qui crée aussi le rattrapage et qui fait qu'à terme, vous changez quand même globalement la typologie de votre parc. Donc, il faut les deux, en fait. Une part, mais aussi des opérations dédiées. Allez, encore une dernière question sur ce sujet avant d'écouter deux autres intervenants sur d'autres sujets intéressants aussi. Et puis, je vous dirai un mot à la fin, deux, trois infos sur des évolutions sur les taxes sur le foncier bâti, sur les taxes sur les premières cessions de terrain où vous pouvez récupérer de l'argent, et puis sur la récupération des biens sans maître qui peuvent intéresser des élus. Donc en fait, je vais donner un témoignage plutôt que vraiment sur la question dont vous parlez. C'est que je suis donc conseillère municipale à Annonay et en Ardèche et ancienne maire. C'est donc Annonay, c'est une ville de 17 000 habitants, très industrielle, la plus grande ville d'Ardèche, même si elle ne compte que 17 000 habitants, et avec 28% de logement social. Nous avons très peu de terrain disponible et donc nous faisons beaucoup de recyclage, enfin nous essayons de faire beaucoup de recyclage foncier, pollué avec un opérateur foncier qui fonctionne très bien, et puis aussi voilà, des opérations de démolition et de reconstruction, voire aussi de réhabilitation complète dans notre centre ancien qui est site patrimonial remarquable. Nous avons eu des tentatives de promoteurs de venir faire ces opérations avec des coûts du mètre carré à environ 3 500 € du mètre carré, qui est largement au-delà des capacités de notre tissu d'habitants qui sont plutôt des gens pauvres, avec dans l'ancien, le prix du mètre carré est aux alentours de 1 000 €, donc vous voyez, même si l'ancien est en mauvais état. Et donc, on s'est beaucoup appuyé sur nos bailleurs sociaux qui sont venus faire des opérations extrêmement ambitieuses. Et ces opérations n'ont pu finalement être conclues que parce qu'il y a eu une conjonction des OPH-RU, de l'ANA, de l'agglomération, de la ville. Et finalement, lors du programme Action Cœur de Ville, ce qui a été déterminant, ça a été l'action Action Logement. Donc je voudrais vraiment dire que là, on a des outils qui nous permettent à nos bailleurs sociaux de faire des programmes vraiment extrêmement ambitieux en secteur patrimonial, maintenir les murs extérieurs, démolir à l'intérieur, refaire des logements de grande qualité avec des balcons dans des endroits où normalement on ne peut même pas les imaginer. Donc vraiment, on est dans une situation de rendre une ville pauvre avec beaucoup de logements mal foutus et vacants, eh bien, voilà, de lui redonner un dynamisme avec un peu plus d'habitants qui viennent tous les ans. Voilà, c'est un petit peu en dehors du sujet, mais voilà, je voulais faire ce témoignage. Non, merci mais pour ce témoignage positif, puisque vous avez intégré aussi la question du logement social dedans. Alors, je vais passer la parole sur un autre sujet, mais on gardera quelques questions pour la fin, à notre collègue adjoint au maire de Marseille, Patrick Amico, qui veut nous dire un mot sur la lutte contre le logement indigne, notamment. La lutte contre l'habitat indigne, vaste programme, disaient certains. Avant, donc je suis Patrick Amico, je suis adjoint au maire de Marseille, j'ai en charge la politique du logement dans son ensemble, la lutte contre l'habitat indigne, plus d'autres petites choses annexes qui s'appellent les résidences peuplées de tourisme, qui s'appellent le foncier, les DIA, etc. etc. Donc effectivement, une vision assez globale des choses. Un petit panorama territorial avant tout, pour comprendre quand même ensuite certains éléments de ma présentation. Marseille, c'est quoi? Marseille, c'est une ville deuxième ville de France, 870 000 habitants recensés, c'est important. Sûrement pas loin d'1 million réel, probablement. En surface, c'est 2,5 fois Paris, c'est 5 fois Lyon, avec à l'intérieur de cette ville des arrondissements qui comportent 46-47% de logements sociaux, d'autres moins de 10% dans la même ville, avec l'intégration de cette ville au niveau institutionnel dans une métropole qui fait 92 communes, dont nous représentons 50%, 49 et des poussières, de la population, mais dont la présidence de l'établissement public communal, intercommunal, qui est la métropole, est présidée par
une représentante de la minorité politique de la ville de Marseille, qui a été largement battue aux dernières élections en 2020. Donc vous imaginez déjà un petit peu le paysage, qui est particulièrement simple, puisque bien sûr on est aujourd'hui sous le bonheur de la loi PLM, avec tout ce qu'elle complexifie dans le jeu démocratique au plan local. Mais avec ça, on essaie de travailler quand même. Donc nous sommes arrivés au pouvoir au niveau de la mairie en 2020, et nous avons trouvé une situation qui était en fait très simple. Dans cette ville, il n'y avait plus de programme local de l'habitat depuis 2016. La métropole n'avait pas pu, avait été bloquée par d'autres communes, que Marseille d'ailleurs, pour faire voter, pour avoir un vote favorable de son programme local de l'habitat. Donc pas de programme local de l'habitat. Pas de mixité sociale pratiquement dans le PLU. On pouvait ne pas faire de logement social, il n'y avait pas de servitude de mixité sociale jusqu'à 120 logements par opération. Alors, des opérations de 120 logements, on en voit tous les jours. C'est bien connu. Un plan local d'urbanisme qui avait été voté en 2019, un an avant les élections, qui a réduit de 50% la capacité de production de logements sur le territoire communal. Parce que, Thierry Repentin l'a parfaitement dit, un certain électorat ne voulait plus entendre parler de construction, parce que construction, c'est dangereux, il y a des recours, etc., etc., etc. Donc, situation, là aussi, institutionnelle et réglementaire, très compliquée. Et puis en 2018, le drame absolu, en plein centre de Marseille, 3 immeubles s'effondrent, rue d'Aubagne, 8 morts. Et qu'est-ce qu'on constate? Que cet effondrement, il n'est pas lié, en fait, à un problème spécifique à un instant donné. Il est la conséquence d'une politique, ou tout au moins du refus d'une politique globale sur l'habitat indigne à Marseille. Et pourtant, ô combien de personnes avaient attiré l'attention de l'ancienne mairie là-dessus. Christian Nicole, dès 2015, avait dit « Attention, vous avez une bombe à retardement à Marseille, vous avez 40 000 logements potentiellement indignes. 40 000 sur 450 000 logements recensés en ville. » Ce rapport proposait un certain nombre de choses. Il mettait aussi en exergue la problématique des copropriétés en difficulté, parce que dans le palmarès, nous sommes aussi la ville de France qui a le plus grand nombre de copropriétés de plus de 100 logements en difficulté. Il disait là aussi, vous avez une deuxième bombe que vous ne pouvez pas ne pas traiter. Donc il vous faut une politique très structurée d'approche des problématiques de l'habitat indigne, à la fois sur le bâtiment lui-même, à proprement parler, mais aussi sur la problématique sociale qu'il y a derrière. Il proposait, par exemple, pour les copropriétés, une hors-code qui n'a jamais été suivie d'effet au sein de la ville. Donc voilà, la situation, elle était extrêmement simple quand on est arrivé. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis? Les effondrements de la rue d'Aubagne, pour vous donner un petit élément de comparatif, le service qui gérait la problématique de sécurité des immeubles au sein de la ville de Marseille en 2020, au début de 2020, c'était moins de 10 personnes. Aujourd'hui, le service qui gère la problématique d'habitat indigne au sein de la ville de Marseille, c'est plus de 120 personnes. Trouvez l'erreur. On a, depuis 2020, signé des arrêtés de péril, ou qu'on appelle aujourd'hui une mise en sécurité, puisque là, ils ont un petit peu évolué, pour 1300 immeubles. 1300 immeubles. Sur ces 1300 immeubles, on est arrivé à sortir du jeu 1000 immeubles qu'on a pu re-rendre sûrs, ou tout au moins possibles, à une habitation normale. Bien sûr, ils n'ont pas été réhabilités, c'est clair, mais il ne menacera pas de s'effondrer. Comment on a pu aborder ça? On a pu aborder ça d'abord par un travail qui a été un travail commun avec l'État, parce que la ville elle-même n'était en incapacité totale de pouvoir traiter toute seule cette question-là. 40 000 logements, c'est intraitable directement, quand vous êtes obligé en plus de traiter tout à la fois. Le travail avec l'État, ça a été la mise en place d'un plan partenarial d'aménagement qui a été décidé en 2019, juste avant qu'on arrive, et des dispositifs qui se sont mis en place à partir de 2020-2021, avec la création d'une société publique locale d'intérêt national sur le centre-ville, qui va traiter petit à petit la part publique
de ces problématiques de logement indigne, mais qui va aussi amener à promouvoir tous les dispositifs qui vont permettre à la part privée, qui représente quand même 80% des cas, de traiter cette problématique de logement indigne. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde de près ce qu'est le logement indigne, on a 2-3 choses simples. Des propriétaires privés âgés, impécunieux, qui n'ont jamais fait de travaux dans leur logement, qui ont des loyers qui sont montés mécaniquement par rapport à un marché qui se faisait de plus en plus rare, et donc qui se retrouvent dans des situations intenables par rapport à des travaux qu'ils doivent investir et qu'ils ne peuvent pas faire. On se retrouve avec des marchands de sommeil. Et Dieu sait que chez nous, c'est une activité qui est devenue à une époque assez florissante, qui travaillent dans le centre-ville, qui travaillent dans les copropriétés, et sur lesquelles nous faisons une proposition de loi d'ailleurs très spécifique sur cette situation-là. On se retrouve avec en fait une problématique qui dépasse totalement le seul sujet du bâtiment lui-même, et qui est une problématique sociale, économique, dans une ville où le taux de pauvreté est à 26% en moyenne, alors qu'il est à moins de 14% au plan national. Dans l'ensemble de cette problématique à traiter, elle ne peut pas se traiter comme ça en un claquement de doigts. Nous avons fait le choix, et ce choix a été, je ne vous raconte pas les débats qu'on a eus avec la présidence de la métropole là-dessus, d'abord de garder nous-mêmes les pouvoirs de police du maire, de ne pas faire remonter à la métropole les pouvoirs de police du maire. La deuxième chose que moi j'ai impulsée directement, c'est de dire, on ne va pas traiter la problématique du bâtiment comme ça, on va traiter la problématique du logement en général. La notion de logement, je la mettais en parallèle avec ce que j'appelle la notion d'habiter. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans un bâtiment qui a un problème de plancher, on est dans quelqu'un qui vit à un endroit, qui a un réseau social dans un endroit, qui a une histoire dans son logement, qui a des besoins, qu'on ne peut pas traiter comme ça de façon très technique, uniquement en traitant le plancher, les façades ou autre. Donc on est obligé de prendre en compte la totalité de cette situation-là. Le prendre en totalité, ça a été de mettre en place ce qu'on appelle une charte du relogement des personnes évacuées, qu'on a signée avec l'État et avec l'ensemble des collectifs et associations qui ont travaillé depuis 2018 sur ces questions-là, en mettant des conditions extrêmement précises et très protectrices pour les personnes qui étaient évacuées. D'abord pour ne pas qu'elles se retrouvent à la rue du jour au lendemain, ce qui était un vrai sujet, parce que les capacités d'hébergement d'urgence sont quand même extrêmement limitées aussi, mais aussi pour réglementer de façon très précise ces relogements, parce que quand on a 5-10 relogements à faire, ça ne pose pas de problème. On a évacué 5000 personnes depuis 2020. On a encore 1200 personnes dehors depuis 2020, qui sont logées soit dans des logements spécifiques qui ont pu être captés par notre partenaire et prestataire de services Solia, soit dans des appart-hôtels, soit encore pour certains dans des hôtels. Et quand il nous arrive en plus une explosion comme la rue de Tivoli l'année passée, on voit ce que ça ramène encore dans le dispositif. Donc, encore une vision sociale de long terme, parce que ces personnes, certaines sont relogées aux frais de la collectivité depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Donc on voit ce que ça peut créer. On signe encore aujourd'hui 30 arrêtés de mise en sécurité par mois, et je signe à peu près une dizaine d'évacuations par mois d'immeubles. Donc on voit qu'on est quand même encore dans un flux qui continue à avancer là-dessus. Lorsqu'on dit que pour traiter l'habitat indigne, il faut traiter tous les paramètres de l'habitat indigne, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on traite la problématique du bâtiment. Alors pour la traiter, vous avez des signalements qui arrivent à la ville, qui passent par divers canaux. Un des canaux les plus efficaces aujourd'hui, c'est Histologe. Histologe, qui est traité par l'État, mais qui nous revient très vite, et qui nous permet, dans les heures qui suivent un signalement, d'aller voir ce qui se passe. Et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer aussi avec mes camarades bordelais, justement, en leur disant, dès que vous avez un signalement, allez voir. N'attendez pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On a vu, nous, combien de situations se sont réglées en quelques minutes ou en quelques heures. Si on attend, c'est la catastrophe. À la fois technique, à la fois sociale, voire même pénale, entre guillemets, pour les élus ou les services qui n'ont pas fait leur job. Donc, une très très grande réactivité vis-à-vis des signalements, immédiate, avec derrière ça une procédure extrêmement bien suivie
qui est très très bien acté avec, selon les situations, des phases qui sont des phases contradictoires, des phases qui après arrivent jusqu'à l'arrêté, qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'habiter, avec une prise en charge derrière immédiate des familles qui sont évacuées, et avec derrière des dispositions où nous sommes allés extrêmement loin, puisque nous faisons actuellement des travaux d'office dans plus de 150 immeubles. Nous avons voté un budget de 47 millions de travaux d'office pour pouvoir faire face à la nécessité d'intervenir lorsqu'on a en face de nous des propriétaires qui ne peuvent pas ou ne veulent pas, on a les deux cas, faire le moindre euro de travaux dans leur logement, malgré la situation dans laquelle est leur logement. La situation, elle est en train d'évoluer vite sur le centre-ville, puisque, comme je l'ai dit, des outils spécifiques nous ont permis, avec la SPLAIN maintenant, de commencer, je dis à peine de commencer à travailler de façon globale à l'échelle d'un territoire là-dessus. Elle est encore à inventer sur les copropriétés qui sont actuellement en déshérence ou autres. On a une trentaine de copropriétés qui posent problème. Et bon, je crois qu'on va finir de négocier ça avec Patrice Vergrit et la Première ministre pour arriver à signer dans les jours ou les semaines qui viennent quelque chose qui fera qu'on aura 5 opérations de requalification, 5 hors-codes d'intérêt national sur les 5 cas les plus durs qu'on peut avoir sur Marseille, donc avec une intervention aussi de l'État spécifique sur ces points-là. Pour traiter ça, ce qui est important aujourd'hui et vraiment important d'avoir en tête, c'est que si on veut traiter la problématique du logement indigne, on ne peut pas se satisfaire de traiter uniquement la sécurité du logement. Et c'est vraiment la chose sur laquelle aujourd'hui on est extrêmement avancé, je dirais, c'est qu'on a pu passer une convention avec l'État qui nous a délégué tout ce qui est phase amont et aval des arrêtés d'insalubrité. Nous traitons tous les diagnostics d'insalubrité. Nous traitons toute la problématique de travaux d'office lorsqu'il y a arrêté d'insalubrité pris par le préfet. Et nous signons actuellement une convention avec la Caisse d'allocation familiale pour traiter de la même manière toutes les conditions d'indécence. Parce que c'est encore un autre dispositif avec la séquestration des APL et tout un dispositif assez complexe aussi qui va avec. Donc j'insiste vraiment là-dedans. La seule approche qui est efficace sur l'habitat indigne, elle coûte très cher. Elle est à 80% dirigée, même à 90% vers des propriétaires privés. On a quelques cas d'habitat indigne chez des bailleurs sociaux, mais c'est relativement rare. Et elle nécessite d'avoir beaucoup de monde, qui coûte très cher, je l'ai dit, mais dans une vision complètement globale et structurée de l'habitat indigne et de l'habitant dans l'habitat indigne. Voilà, à partir de là, je peux vous répondre à tout ce que vous voulez. Merci Patrick. Bon, beau témoignage d'une complexité d'un sujet qui est traité par les maires, parce qu'in fine, c'est eux qui sont, vous le savez, en charge de responsables de la sécurité des habitants sur leur commune, et que si effectivement il y a des morts, la responsabilité, elle vient chez le maire, alors qu'on doit traiter un problème lié à l'abandon manifeste d'un entretien par des copropriétés privées. Et donc, on voit que sans l'intervention publique, on n'y arrive pas. On pensait que c'était intéressant qu'on ait ce témoignage parce que ça concerne Marseille, mais on l'a vu aussi à Lille, où il y a eu un effondrement. Ça me concerne à Chambéry pour quelques copropriétés. Dans tout le territoire national, métropolitain et ultramarin, il y a ces sujets, effectivement, d'habitat indigne. On peut dire aussi qu'il y a une loi qui va être présentée en janvier, normalement, sur les copropriétés pour permettre un déclenchement peut-être moins difficile des travaux, en tout cas que ce soit moins bloqué par une minorité des copropriétaires, parce que c'est souvent le cas. Et puis, il ne l'a pas dit, mais derrière tous ces dispositifs, évidemment, il y a aussi des aides publiques conséquentes. En gros, plus la copropriété est délabrée, plus vous pouvez bénéficier, quand je dis vous, les propriétaires, d'un accompagnement parfois jusqu'à 100% quand on mutualise à la fois les aides de l'ANA, les aides des collectivités territoriales qui sont engagées. Voilà. Mais s'il y a sur ces sujets des précisions, monsieur. Oui, bonjour, je suis adjoint dans l'agglomération de Pau. Vous parlez des habitations, des logements indignes. Je parle aussi des logements classés F, par exemple. On a quelques propriétaires qui ont des appartements, qui voudraient les retaper, refaire l'isolation.
quand ils ont des locataires dedans, est-ce que vous avez une solution? Parce que comme ce sont les logements qui sont à prix très bas, il y a très peu de turnover et le locataire ne part pas. Et comment faire? Parce que si on le met dehors pour faire les travaux, d'abord on ne peut pas. Et alors je ne connais pas la solution, mais est-ce qu'il y en a une ou comment fait-on? Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle là-dessus. La loi, elle dit clairement que c'est le propriétaire qui doit arriver à reloger son locataire d'une manière ou d'une autre. Après, la loi va faire que le propriétaire ne pourra plus continuer longtemps à louer son logement, sur les EFG notamment. Donc, je n'ai pas de solution, moi, directement. Nous, on n'est pas tellement confrontés à ce problème. On est plutôt confrontés à un autre problème qui va dire dans le même sens. C'est qu'on a beaucoup de logements qui sont des passoires thermiques, qui sont entre 10 et 30 000 en fonction de la classe qu'on prend en DPE, mais sur lesquels on a des demandes, et on voit arriver des demandes pour faire de la rénovation thermique financée par l'ANA, mais pour lequel nous on est en train de dire attention, vous ne ferez pas de réhabilitation thermique si vous n'avez pas réglé le problème de structure d'immeuble, de la solidité même de l'immeuble, de la solidité même de l'îlot, avant d'avoir investi un copec dans la réhabilitation thermique. Est-ce que la solution ne serait pas que quand le bail 369 de 3 ans s'arrête, pour une raison bien simple, si on refait l'appartement de A jusqu'à Z, à ce moment-là, de ne pas renouveler le bail? Ça, c'est possible de la part du propriétaire de ne pas renouveler le bail quand vous arrivez à échéance. Aujourd'hui, il ne me semble pas que la loi autorise de mettre le locataire dehors au bout des 3 ans du bail pour une raison de refaire l'habitation. Je ne crois pas. Je crois que si vous le habitez, si vous le vendez... Vendez, absolument. Mais si vous devez refaire l'appartement de A jusqu'à Z, vous ne pouvez pas mettre le locataire dehors, je crois. Et donc, là, il y a peut-être quelque chose à... Voilà un petit sujet à faire évoluer dans la loi. Ouais. Voilà, dans la loi. Est-ce qu'il y a d'autres sur l'habitat indigne, mais on voit que c'est des cas dramatiques. Hein. Vous rappeler que sur l'habitat indigne, l'AMF a réédité ou réactualisé un guide qui est très bien fait et très complet, à la fois sur le juridique, sur le financier, qu'on a sorti il y a quelques mois maintenant. Donc n'hésitez pas, il est en ligne en plus. Et il est vraiment... il décrit par le menu ce qu'on doit faire. Totalement. Mais comme vous le disiez, c'est pas simple. Hein. Bravo, parce que... Et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et on attend vraiment avec beaucoup d'impatience 2 lois, en fait. La loi qui doit normalement découler du rapport à Notin-Lutz, qui doit permettre de faciliter les expropriations, qui doit permettre de travailler autrement. Parce qu'on a aussi un problème, bien sûr, avec les syndics. À la fois les niveaux de compétences des syndics et leur capacité à travailler correctement. Donc ça, c'est un premier sujet. Un deuxième sujet, ça va faire plaisir à Maïder, sur la loi sur les résidences meublées de tourisme, pour laquelle on était en grande discussion hier à l'Assemblée, pour effectivement essayer de faire évoluer cette situation par le biais du fiscal, par le biais du DPE, et par le biais du fait que d'autres communes puissent appliquer les autorisations de changement d'usage alors qu'aujourd'hui elles n'y sont pas contraintes. Donc voilà, on espère beaucoup qu'avec ces 2 lois, on arrivera, parce que à Marseille, le logement, la résidence meublée de tourisme, certes, c'est une problématique touristique, c'est une problématique sociale, une problématique territoriale, mais on voit bien par tous les contournements possibles et imaginables aujourd'hui que c'est un très très bon moyen pour les marchands de sommeil et pour l'habitat indigne de continuer à perdurer dans une ville qui a des besoins énormes en logement. Merci Patrick pour ton témoignage et bravo pour ce qui est engagé. Parce que derrière, il y a aussi une question de dignité de celles et ceux qui sont concernés par ces sujets. Merci. Je vais passer la parole à Christian Chevet. Et avec lui, on va notamment évoquer une solution, le bail réel solidaire. Bonjour à tous. Donc, Christian Chevet, président de la coopérative foncière francilienne, qui est un OFS coopératif formé par des organismes HLM, des collectivités territoriales et qui sévit sur l'Île-de-France. Je réponds à M. Repentin tout de suite. Le BRS, ce n'est pas la solution miracle, hein, parce que dans la presse récemment, on a vu beaucoup de commentaires comme quoi le BRS était une solution pour
combattre la crise du logement. Alors certes, ça fait partie des outils qui doivent contribuer à régler ce problème de crise du logement, mais le BRS tout seul ne va pas tout régler, même si c'est un outil qu'on... Je vais essayer de vous convaincre qu'on a peut-être des intérêts à développer. Donc, j'avance. Voilà, donc petit retour sur la création du BRS. Donc, c'est la loi ALUR qui crée les OFS, organismes fonciers solidaires. C'est complété par la loi Macron avec la création du BRS. Et puis 2016 ordonnance met en œuvre le BRS et les décrets d'application en fait sont sortis en 2017. Voilà, donc on a des OFS en état de marche depuis 2017, enfin pour les premiers. Et ensuite il y a eu des évolutions sur le dispositif avec la loi Elan, la loi 3DS. Donc en 10 minutes, je vais essayer d'expliquer simplement une mécanique un petit peu compliquée peut-être. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le BRS est un outil de dissociation du foncier et du bâti. Le ménage, l'OFS reste propriétaire du bien. Alors qu'on dit propriétaire du bien, c'est du foncier, mais le ménage, en fait, il est détenteur que d'un droit réel sur le bien sur la durée, puisqu'on fait des baux pour le ménage qui vont jusqu'à 99 ans. Donc c'est pour une vie entière et plus. Les droits réels sont cédés dans le cadre de baux et les ménages, ils ont finalement un droit d'usage sur une très longue durée, avec évidemment plafond de ressources à l'entrée comme dans le logement social, occuper le logement à titre de résidence principale, ça c'est une obligation absolue, et puis les grandes nouveautés en fait au niveau juridique, ce qui est quand même une petite révolution, je pense, c'est déjà qu'on a affaire à un bail rechargeable. C'est-à-dire que le ménage, quand il va vendre son bien, alors il peut le vendre au bout de 7, 8, 9 ans, 20 ans, le ménage qui va lui succéder, on remet les compteurs à zéro et il repart sur un bail qui peut aller jusqu'à 99 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des baux... en fait, l'OFS ne reverra jamais la jouissance de son bien, puisque, au moins jusqu'à démolition d'immeubles dans quelques centaines d'années. De cession plafonnée à la sortie aussi, ça c'est quelque chose de très important puisqu'on est dans une logique anti-spéculative, bien sûr. L'idée c'est de dire finalement quand on produit du BRS, on capte une partie du foncier et puis on le met sous cloche. On le met sous cloche, c'est-à-dire qu'on le déconnecte du prix de marché. Et tous les ménages qui vont bénéficier d'un logement construit sur ces fonciers aura finalement... moyennant le paiement d'une redevance qu'on considère modique, mais après, là, c'est ça encore un débat, finalement, aura un prix de revente encadré, mais quand les ménages viendront remplacer, il y aura un prix déconnecté du marché qui sera... L'objectif, c'est de rester sur du logement abordable, bien évidemment. Et dans la durée, puisque l'accession sociale, on la pratique depuis toujours dans ce pays. Enfin, on a eu des tas de dispositifs, le PAP, le PSLA, il y a eu plein de dispositifs, et notamment pour parler d'un des plus récents, le PSLA. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'élus, j'ai fait beaucoup de PSLA dans ma carrière, et quelquefois on voyait des logements produits avec une aide de la ville, bien souvent, avec des terrains qui étaient apportés ou bonifiés. Et puis le ménage, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans après, empochait une très belle plus-value parce qu'il avait acheté le ménage déjà une TVA à taux réduit, avec une aide de la collectivité, mais la plus-value n'était jamais partagée. Ça, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure sur aussi l'effet sur le foncier, mais on retrouvait ça aussi sur en fait une accession sociale où c'était pour one shot, pour un tour. Et donc le BRS a la grande vertu de dire quand on produit de l'accession sociale, qui est évidemment un produit aidé, puisque déjà il y a une TVA à 5,5, produit aidé, donc ça veut dire que la plus-value est encadrée et que ça reste dans la durée un logement accessible, sous plafond de ressources, abordable. Voilà.
Donc évidemment, pour que ça commence à peser sur le marché, il faut en faire beaucoup. Hein. Là, on est au tout début des BRS. Donc il faut que je fasse avancer. Alors il y a un petit schéma un petit peu compliqué, je ne vais pas trop le commenter, c'est le cycle du BRS. Hein, on voit qu'on est sur un logement abordable. Donc oui, le petit sujet, je l'aborde tout de suite parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Oui, mais le ménage, est-ce qu'il peut céder à ses enfants, à ses héritiers? Est-ce qu'on peut céder le logement? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Alors, le ménage est propriétaire de droits réels. C'est quand même un bien immobilier, c'est valorisé, il a un capital. En plus, l'OFS a une obligation de rachat, c'est-à-dire que dans la durée, même si le marché devait totalement s'écrouler, l'OFS maintient un prix de rachat qui est indexé sur des valeurs IRL ou indice du coût de la construction. Et donc le bien vaut quelque chose, c'est un bien patrimonial quand même s'il est encadré. Et donc les enfants pourront récupérer cette valeur, soit y habiter s'ils sont sous plafond de ressources, mais s'ils sont au-delà des plafonds de ressources, ils devront le vendre. Sachant que très peu d'OFS autorisent l'allocation du bien. Ou s'il y a location, elle est de toute façon très encadrée puisqu'on loue à des conditions du PLUS. Voilà. Ensuite, alors aujourd'hui, alors je suis aussi vice-président du réseau national des OFS. Aujourd'hui, 137 OFS agréés, ce qui est quand même pas mal, dont 83 organismes HLM qui ont demandé l'agrément. Il faut que je fasse tourner. Voilà. 83 organismes HLM. La loi Elan a permis aux organismes HLM de demander l'agrément OFS, donc sans créer de structure ad hoc. Et donc, il y a 83 organismes HLM sur les 137 OFS agréés. Et sachant que sur les 83 organismes HLM, beaucoup ont demandé l'agrément pour faire de la vente HLM. Et donc, ne sont pas forcément des producteurs de logements nouveaux, puisque il y en a peut-être un tiers qui produisent aujourd'hui. 26 coopératives, dont notre coopérative, surtout portée par le mouvement HLM, notamment la Fédération des COP HLM. 9 GIP, donc portés par des collectivités. 5 établissements publics fonciers. Et puis, il y a aussi une fondation et puis des associations. J'avance, parce que 10 minutes, ça passe vite. Alors voilà, je vais revenir sur quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Aujourd'hui, il y a deux modèles économiques d'OFS. Il y a, en gros, c'est en mettant les organismes HLM un petit peu à part, il y a des collectivités, des EPCI, des villes qui ont créé leur OFS. Bon, il y a certains. Le premier, c'était la métropole de Lille. Il y a eu Rennes. Il y a le Pays Basque, évidemment, qui est fortement représenté avec la métropole aussi. On a Lyon, on a Paris. Je vais en oublier sûrement, mais donc il y a beaucoup de grandes métropoles qui ont constitué leur OFS. Et puis à côté, il y a des opérateurs HLM qui ont aussi créé des OFS en ayant un outil qui est un petit peu mixte, qui va avoir... Et par exemple, dans notre exemple, il y a 24 organismes HLM d'Île-de-France qui produisent de l'accession et puis une dizaine de collectivités qui sont adhérents, mais ça représente quand même 1 million d'habitants en Île-de-France. Donc c'est quelque chose qui commence à peser, qui commence à être représentatif. Et puis je vais parler de l'Île-de-France parce que c'est le secteur que je connais le mieux. On a aussi Paris qui a son propre OFS. On a aussi, en métropole, il ne faut pas oublier Paris quand même. Enfin, la ville de Paris qui n'est pas la métropole. Et puis le département des Yvelines. Donc on a aussi des départements, on a aussi des villes. Donc voilà, pour la différence des modèles, c'est qu'il y a un modèle qui est le modèle HLM, celui qu'on défend nous, qui est on fait du BRS sans aller solliciter de la subvention publique. C'est-à-dire qu'on considère, enfin nous on arrive à le faire en tout cas sans trop de problèmes. En Île-de-France, c'est produire du logement BRS 30 à 40% en dessous du prix de marché. Alors quand on dit 30 à 40%,
en dessous du prix de marché libre. Il y a quand même 15 points de TVA, hein, ce qu'il ne faut pas oublier. Et puis le reste, c'est 15 à 20% qui sont le jeu de la dissociation du foncier et du bâti. Hein, puisque le bâti, on le refinance sur 80 ans auprès de la Caisse des dépôts. Donc on arrive, nous, à produire du BRS sans aller forcément chercher de la subvention auprès des territoires, même si, évidemment, ça permet d'acheter le foncier à un prix de marché, évidemment, sans faire de la surenchère, hein, parce que là, on est tous bien d'accord que l'aide que doivent nous apporter la puissance publique aussi, c'est l'encadrement du foncier. Hein, c'est faire en sorte que le foncier met à disposition pour produire des logements à vocation sociale, quand même, reste compatible avec ce qu'on peut appeler du logement abordable. Et puis, il y a le modèle porté par des collectivités où là, il y a quand même une forte... beaucoup de subventions apportées, enfin bien souvent. Enfin, évidemment, quand on est à Paris, c'est un peu plus qu'ailleurs parce que ça coûte tellement cher que si on veut que le logement reste abordable, il faut quand même subventionner pas mal. Mais c'est vrai aussi à Rennes, métropole de Rennes. C'est vrai aussi sur pas mal de territoires. Je ne sais pas comment fait la métropole Bayonne, et je pense qu'il y a une aide apportée, mais beaucoup aussi, c'est par l'apport en foncier. Hein, l'apport en foncier. Ouais. Et on voit que souvent, ça se traduit en disant on va minorer la redevance. Hein. Par exemple, à Paris, on dit la redevance, c'est 2,5. Sur le département des Yvelines, la redevance, c'est 1 euro. Et nous, dans notre modèle, où on est vraiment à prix coûtant, hein, puisqu'on refacture le coût réel, qui sont le coût des remboursements d'emprunts sur 80 ans, on a une redevance qui oscille sur un territoire très tendu, hein, banlieue parisienne, on est plutôt en moyenne autour de 2,5. On est plutôt à 2,30 hein, en redevance moyenne. Donc on voit que sans subvention particulière de la commune. Donc c'est important de savoir qu'il y a deux modèles qui cohabitent. Et là où on a un discours qui est un petit peu différent de celui porté quelquefois par des collectivités, c'est qu'on dit que le montant de la redevance, enfin le ménage, on ne s'adresse quand même pas aux plus démunis. Hein, c'est des ménages qui sont capables donc qui ne sont pas précaires, qui sont capables d'aller chercher un prêt immobilier, mais qui ne peuvent pas se loger sans nous. Hein, c'est important de le rappeler. Et donc, ils sont sur un... On dit qu'ils doivent contribuer à la solidarité, parce qu'il y a solidaire hein, dans le mot BRS, et la solidarité, elle s'exprime à travers le fait que chacun des ménages, parce que le ménage, il va conserver son bien une petite dizaine d'années, hein, comme partout, et donc le terrain va être payé par une succession de ménages qui vont se succéder dans le logement, et finalement, c'est une solidarité intergénérationnelle des ménages qui vont financer le foncier, dans notre modèle. Voilà, bon, c'est important de le savoir. Alors ensuite, alors évidemment, le décompte SRU, ça a été abordé tout à l'heure. Alors là, je dis que notre réseau n'a jamais revendiqué à ce que les logements BRS deviennent éligibles à la loi SRU. Hein. Ça, c'est, je crois, une démarche parlementaire ou du gouvernement, je ne sais pas, mais enfin, nous, on n'y est pour rien, mais on ne s'en plaint pas. Hein. Donc, urbanisme, compatible avec des opérations mixtes et tout. Bon, je ne vais pas essayer d'aller beaucoup plus loin, je vais plutôt répondre aux questions si vous en avez. Voilà, alors si, chose importante pour les élus, la taxe foncière. Vous avez une possibilité d'accorder un dégrèvement de taxe foncière, qui peut aller jusqu'à 30%, je crois, à partir de 30%. Hein. Mais bon, nous, en Ile-de-France, on peut dire qu'il y a à peu près une commune sur 10 qui le pratique encore. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait une sur 10. Hein. Mais c'est une possibilité. Mais ça, c'est à la discrétion des territoires. Merci pour cette présentation de ce sujet de BRS dont on parle beaucoup, qui est un produit effectivement qui correspond à des cas particuliers. Notamment, ça permet de resolvabiliser souvent des locataires du parc HLM qui souhaiteraient rentrer dans le parc privé, mais qui ne peuvent pas le faire sur le marché libre, parce que la marche est trop importante.
Et avec le BRS, c'est effectivement une possibilité de sortie parce qu'on masque le prix du foncier. Vous avez une TVA à taux réduit et donc forcément vous devenez propriétaire en bénéficiant de la TVA à taux réduit et du prix du foncier qui est masqué. Voilà. Donc c'est un sujet qui est intéressant et qui correspond à toutes les situations en France. Hein. Nous en avons, nous, en Savoie. Disons que c'est intéressant là où le foncier est un peu tendu parce que la part du foncier dans le coût d'opération est plus importante dans les territoires tendus que dans les territoires détendus. Donc c'est effectivement un intérêt plus marqué dans les zones tendues ou semi-tendues. Alors s'il y a une question sur l'expérience ou deux, n'hésitez pas, même si j'ai bien conscient que ventre vide n'a plus d'oreille et on va arriver au terme de notre petit atelier d'échange. Et juste compléter aussi, c'est quelque part un peu une révolution culturelle. Hein. On l'a vu au moment où le PSLA a été créé. Moi, je me souviens à Vitré Communauté, mon prédécesseur Pierre Ménury, qui a été ministre du Logement, l'avait mis en place. Déjà, ça faisait réagir. On louait, puis on devenait propriétaire. Donc là, être propriétaire de sa maison et pas du foncier, ça nécessite de faire évoluer quand même un peu les esprits. Hein. Et d'ailleurs, on en parle aussi parfois maintenant sur le développement économique. On dit compte tenu de la rareté, donc de la cherté du foncier, on a de plus en plus de chefs d'entreprise aussi aujourd'hui, je ne sais pas dans vos communes ou vos intercos, mais qui louent le bâtiment et qui ne sont plus propriétaires de leur bâtiment. Peut-être que l'étape d'après, ça va être de ne plus être aussi que locataire du foncier. Enfin, aujourd'hui, ils ont plutôt envie d'être propriétaires du foncier parce que comme ils voient que les prix augmentent, ça spécule un peu. Alors, voilà, mais vous avez raison, hein, c'est un changement culturel. Et au début, on nous posait toujours la question, et même nous, on s'interrogeait hein, quand on a commercialisé les premiers BRS, mais finalement, est-ce que ça va marcher? Est-ce que dans un pays où il y a quand même une tradition un peu paysanne aussi, où la terre, c'est quelque chose d'important, est-ce que finalement, c'est pas contre-culturel de dire vous devenez propriétaire, mais sans être propriétaire de la terre, enfin du terrain? Bon, en fait, pas du tout. Hein. Aujourd'hui, les gens, ils achètent l'usage et comme pour les voitures aujourd'hui, ou pas mal d'autres biens, et c'est vraiment pas un frein hein, du tout. C'est vrai, les esprits avancent. Et d'ailleurs, pour rendre à César ce qui lui appartient, le BRS a été imaginé par un notaire confronté au fait qu'il avait des familles, des clients, notamment des jeunes, en disant « Nous, on souhaite ne pas être propriétaire à vie, on souhaite avoir un droit d'usage. » Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et je rends hommage à ce notaire de Lille. C'est d'ailleurs pas le fruit du hasard si c'est à Lille que le premier OFS s'est mis en place et s'est développé. Je vais vous dire quelques mots et éventuellement, Isabelle, merci beaucoup. Je voudrais remercier celles et ceux qui ont accepté d'être venus dans notre atelier sur les nouveaux outils de la politique du logement. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui a été développé. Du coup, vous avez aussi des références, si vous voulez les questionner en dehors, évidemment, ils vous répondront volontiers compte tenu de la passion qu'ils mettent à développer ces outils sur leur territoire respectif. Donc merci à vous toutes et tous. Je vais dire simplement un tout petit mot aussi sur des outils que vous pouvez ou non utiliser. C'est à la libre discrétion des conseils municipaux. On vient d'en évoquer un. Vous pouvez exonérer de foncier bâti les opérations de BRS. Ça peut aider, mais vous le faites si vous avez envie. Vous pouvez exonérer de foncier bâti si vous êtes dans une dynamique de développement durable, de réhabilitation thermique dans vos territoires. Les logements faisant l'objet de réhabilitation thermique peuvent bénéficier d'une exonération de 50 à 100% de foncier bâti pendant 3 ans par délibération du conseil municipal. C'est à vous de choisir, mais c'est des outils qui parfois peuvent déclencher plus d'opérations il y en a naturellement, parce que les propriétaires du coup se disent « Ah ben, pendant 3 ans, je vais payer moins de foncier bâti, donc j'y vais ». La troisième chose, on a parlé tout à l'heure de la répartition de la plus-value des terrains que vous avez rendus constructibles. Alors, ça concerne beaucoup de communes suburbaines ou rurales. Si dans le PLU, vous avez rendu constructible un terrain, vous pouvez, par délibération,
mettre en place une taxe qui fait que le moment où il va y avoir la première cession de ce terrain, chez le notaire, il y a une captation d'une partie du produit de la vente qui vient alimenter le budget de la commune. Vous le faites ou vous ne le faites pas, mais c'est une possibilité de le faire. Et puis, on est en train de travailler avec le Conseil supérieur du notariat pour faire aussi des fiches très didactiques sur la récupération des biens sans maître ou en état manifeste d'abandon, car si les grandes collectivités locales sont organisées, maîtrisent bien, ce n'est pas souvent le cas dans les plus petites collectivités locales, et souvent il y a des opportunités qui peuvent intéresser les communes, et dès lors que ce guide pratique qui est en train d'être fait sera fait, on évidemment le fera passer aux collectivités à travers l'Association des maires de France. Isabelle, je vous remercie en tout cas beaucoup. Thierry, vous dire que voilà, cette question du logement, elle va rester d'actualité un bon moment. J'espère que l'année prochaine, on parlera moins de crise. Enfin bon, j'ai quand même des sérieux doutes, mais voilà, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a sur nos territoires. Vous dire que donc régulièrement, on organise ces groupes de travail qui sont co-animés avec Thierry au sein de l'AMF. Donc n'hésitez pas, lorsque vous y êtes invités, à venir témoigner. C'est extrêmement riche pour nous et ça nous permet d'alimenter aussi nos relations avec le ministère du Logement en particulier. Vous l'avez vu tout à l'heure, le ministre a annoncé une loi logement. Paraît-il que la question de l'habitat et du logement serait assez prégnante dans la décentralisation, en tout cas ce que le gouvernement veut faire. Donc c'est à nous d'alimenter pour que le jour où ça sorte, on ait fait passer un maximum de ce qui nous avantagerait les uns et les autres et ce qui nous permettrait justement de construire, de rénover et de remettre sur le marché des logements vacants. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on alimentera les textes aussi parlementaires. C'est notre rôle à l'AMF de faire un peu de lobbying auprès des parlementaires. Voilà, merci encore. Merci à vous.